Bonjour Christophe, bonjour ami de la crème du crime qui revient en cette année 2019 et je vais vous parler d'une grande écrivaine de suspense, l'américaine Mildred Davis. En fait, il existe deux Mildred Davis. La première est née en 1901 et décédée en 1969, était une actrice de cinéma muet qui a connu une honorable carrière. Et la Mildred Davis qui nous intéresse aujourd'hui est née, elle, le 27 juillet 1930 dans l'État de New York et est toujours de ce monde. Si elle s'apprête à fêter son 89e anniversaire en juillet prochain, elle a commencé tôt sa carrière de romancière, en voyant publier son premier ouvrage, La chambre du haut, de Rome Upstairs, à 18 ans en 1948. La valeur n'attendant pas le nombre des années, comme il est coutume de dire, elle obtiendra avec ce roman un Edgar de Mystery Writers of America. Sans s'épancher sur le sujet, on devine que ce prix n'est pas de la petite bière, mais au contraire, une récompense de haut vol. Le roman sera publié en France en 1950 dans la série Blême. Et oui, après avoir créé la série noire chez Gallimard avec la complicité appuyée des frères Prévert, Marcel Duhamel eut l'idée d'une série Blême qui donna sa chance au polar psychologique. Mais, dans une période où le roman noir tenait le haut du pavé, l'entreprise s'avéra périlleuse et le roman La chambre du haut, qui avait remporté, comme on l'a vu, un franc succès aux USA, fut réédité cette fois dans la série noire où il connut son envol hexagonal. De toute façon, il faut convenir que le roman en question est un ouvrage remarquable où Mildred Davis élabore pleinement ce qui constituera les solides fondations de son style, de son approche des romans de suspense. L'ambiance y est gothique, et si l'adjectif hitchcockien est passé à la postérité pour qualifier des œuvres où l'on distille subtilement l'angoisse, peut-être que d'employer parfois le terme de davisien ne serait pas un abus, bien au contraire. Entrons maintenant dans les détails de ce roman. Il commence avec l'arrivée d'un personnage censé être engagé comme chauffeur. Il pénètre dans une maison bourgeoise du Bronx à New York, ce quartier n'ayant rien à voir en 1948 avec ce qu'il est devenu par la suite. Point de malfrats et autres joyeusetés, non, il s'agit plutôt d'un quartier où s'épanouissent des familles de la middle class américaine, l'équivalent de nos classes moyennes hexagonales. Mais il apparaît tout de suite que la famille au service de laquelle entre le chauffeur se situe, matériellement parlant, quelques crans au-dessus puisqu'on trouve dans leur habitat un personnel de maison assez conséquent. On fait connaissance avec ce personnel, ainsi qu'avec le père, la mère, leur fille Hilda, un peu portée sur le scotch, mais est-ce bien calculé, leur fille Dora, qui doit apparemment se marier, mais est-ce bien sérieux, puis il y a la troisième fille, appelée Minou, que l'on ne voit pas et pour cause. Elle se tiendrait cachée, la figure entourée de pansements dans la fameuse chambre du haut. Minou a été défigurée dans un accident de voiture. C'est la version officielle, du moins celle que l'on sert à tout le monde. Elle joue de temps en temps du piano, mange peu, et surtout, comme déjà signalé, on ne la voit pas. Toute l'intrigue est ainsi posée. Qu'en est-il vraiment de tout cela ? Qui est vraiment dans la chambre du haut ? Y a-t-il seulement quelqu'un ? Puis, le chauffeur ne jouerait-il pas un rôle ? À ce sujet, la réponse arrive relativement vite. Mais, pour ce qui est de la mystérieuse Minou, il faudrait s'aventurer dans cette sacrée chambre du haut pour obtenir des certitudes. Autre roman marquant de Mildred Davis, La voix au téléphone, sorti en 1964. Il ne s'agit bien sûr pas d'un smartphone ou autre gadget contemporain, mais d'un bon vieux téléphone en bakélite noir, de ceux que l'on voit dans les films de gangsters des années 50-60, de ceux qu'empoigne Humphrey Bogart dans le rôle du privé en impair et chapeau mou. Une voix qui passe à travers les méandres de la téléphonie a été de tout temps source d'intrigues angoissantes. Il suffit de se référer au film de Fred Walton en 1979, intitulé « Terreur sur la ligne », alias « When Strangers Call », avec son horrible leitmotiv « Êtes-vous allé voir les enfants ?»
Le téléphone, l'appel anonyme, constitue l'arme de prédilection des corbeaux qui intriguent leurs victimes jusqu'au pire. Dans le roman de Mildred Davis, ce sont 3 femmes que l'on intrigue suite à un accident d'avion où elles ont perdu respectivement un père, un mari, un fiancé. Et tout va se mettre en branle pour un final plein de surprises à la hauteur de l'intrigue menée tout au long du roman de Main de maître. Avec 3 minutes avant minuit, écrit en 1971, Mildred Davis aborde un thème en phase avec l'actualité de l'époque. Au départ, rien de bien exceptionnel. Une petite famille s'en va à la fête foraine. Oui, mais, suite à un accident de manège, la mère est tuée et le père gravement atteint se retrouve dans une maison de repos fortement diminuée. La sœur aînée doit alors s'occuper des 3 autres filles de la famille, plus jeunes qu'elle. Ainsi, elles sont livrées elles-mêmes et connaîtront encore des épisodes dramatiques. Blair, l'aînée, ne se laisse pas désarçonner et continue d'aller voir son père qui prononcera la mystérieuse formule 3 minutes avant minuit. Mais on verra que le temps, plutôt l'heure, joue un rôle important dans ce roman, et ce jusqu'au dénouement palpitant. Autre point intéressant du récit, il aborde la montée de la John Birch Society, une organisation d'extrême droite qui rappelle que l'Amérique des années 70 n'est pas uniquement celle de Woodstock et des hippies, mais qu'elle n'a pas rompu avec ses vieux démons comme le Ku Klux Klan ou encore la chasse aux sorcières de l'ère McCarthy. Se pose alors la question de savoir si l'accident de la fête foraine en était bien un, s'il ne s'agit pas plutôt d'un coup monté d'un attentat en préparant un autre peut-être plus terrible encore. Comptons sur Mildred Davis pour tisser les fils de cette intrigue captivante jusqu'à sa dernière ligne. Parmi les autres œuvres de Mildred Davis, on peut encore citer Crime et chuchotement, où, comme dans La voix au téléphone, le thème du harcèlement est traité. On peut tout autant retenir Un homme est mort et aussi Walk into Yesterday, Passé décomposé en version française, un titre qui ne peut me laisser indifférent compte tenu que j'ai commis un roman s'intitulant Passé doux. Ça, c'était ma petite touche personnelle. Voici venu le moment de lecture. Pour ce faire, je vais me fier au jugement du Mystery Writers of America et vous offrir un passage de La chambre du haut. La voiture stoppa sur la chaussée déserte, juste avant le tournant. Le conducteur s'étira sur son siège et frotta ses mains engourdies. « Tu ferais mieux de descendre ici, au cas où il y aurait quelqu'un à la fenêtre. » Son compagnon acquiesça sans grand enthousiasme. Se penchant par-dessus le dossier, il souleva une valise, poussa la portière et descendit sur le sol durci par la gelée. « Ça m'a l'air drôlement rupin pour un coin du Bronx, » fit-il remarquer. L'homme au volant l'observa en fronçant légèrement les sourcils. « On dirait que ça ne te plaît pas, Jane. »« Quoi, le Bronx ? Ce boulot ?» Tout en boutonnant son par-dessus, l'homme contemplait la route qu'il venait de suivre. Son visage était légèrement bleui par le froid. Il haussa les épaules et souleva sa valise. « Salut, Marthe, je te tiendrai au courant. » Les épaules rentrées, il se mit en marche. Il entendit derrière lui le ronron du moteur. « Bonne chance, Jane !» cria l'autre. La voiture fit demi-tour et s'engagea dans la descente. La maison était juste après le tournant. Depuis la gare de Riversdale, sur un parcours d'1 kilomètre, la route n'avait cessé de grimper entre un talus couronné de broussailles et les champs qui descendaient en pente douce vers le fleuve Hudson. 2 allées se détachaient de la grande route, décrivaient un demi-cercle et se rejoignaient à l'entrée d'une sorte de cuvette où se dressait la maison de 3 étages. Les murs en étaient de briques brunes et les fenêtres y dessinaient des rectangles noirs. Le perron bas en pierre grise était flanqué de 2 piliers et surmonté d'un auvent de pierre. Une allée menait de là vers un garage de briques, à 4 voitures, surmonté d'un étage d'habitation. Dans la maison, quelqu'un jouait du piano. Étrangement insolite, les notes du cantique, il s'éleva dans la nuit claire, s'égrenaient dans le silence glacé de l'après-midi d'hiver. Cela semblait venir d'une fenêtre d'en haut. Les notes grêles planaient dans l'espace comme une haleine chaude dans l'air gelé. L'homme frissonna sous la morsure du froid et posa sa valise. D'une main, il frotta une de ses oreilles rougies et, de l'autre, fouilla dans sa poche pour y prendre
des cigarettes et une allumette. Avec ses dents, il tira une cigarette du paquet et s'efforça de l'allumer. Mais ses doigts étaient trop engourdis. Il remit la cigarette dans sa poche et en sortit un paquet de chewing-gum. Un moment, il suivit des yeux le papier qui voltait sur la route, puis reprit sa valise et se dirigea vers la maison. Du ciel glacé tombait une faible lumière grise qui se reflétait sur le toit rouge. Avant de s'engager dans le dernier tournant, la voiture avait dépassé une église jaune, mais de là, on n'en voyait plus que le clocher. La maison était complètement isolée. Il dépassa un mur de pierre et un poteau téléphonique sur lequel on avait cloué une pancarte « Propriété privée, défense d'entrée ». Une grande poubelle était appuyée contre le poteau. À part 2 ormes et quelques massifs d'arbres verts, le jardin était d'une lamentable nudité. Ça et là, des plaques de neige d'un gris sale en accentuaient l'aspect désolé. Arrivé au perron, il se ravisa et tourna à droite. Une large terrasse s'étendait devant une rangée de fenêtres obscures. Ses souliers crissaient sur le gravier et il ne cessait de regarder l'étage au-dessus comme s'il s'attendait à être interpellé. Quand il eut tourné le coin de la maison, la musique lui parvint plus distinctement. Puis, ses pas ayant éveillé un écho dans le morne silence, elle se tut. Il frappa à la porte de service et attendit. Le terrain qui descendait derrière la maison était planté de buissons et d'arbustes. Au loin, il aperçut le ruban du fleuve et les collines de Jersey, qui se profilaient sur le ciel comme d'énormes tas de charbon. De temps à autre, une mouette piquait vers l'eau, puis, d'un coup d'aile, reprenait de la hauteur en décrivant des cercles gracieux. La porte s'ouvrit et un homme apparut dans le rectangle sombre. Dans la lumière déclinante du jour, le nouveau venu distingua un corps mince, petit, affublé d'une livrée de maître d'hôtel. L'homme était brun, il avait les traits accusés et les joues creuses, les lèvres charnues. Un pli maussade barrait son front au-dessus des petits yeux noirs. « Oui ?» La voix était dure. « Je suis Swenson, le nouveau chauffeur. » Le regard du maître d'hôtel s'abaissa sur les souliers de l'étranger, remonta le long du corps et se fixa sur le visage carré. Avec désinvolture, il examina la petite bouche aux lèvres serrées, la ligne dure des joues, les yeux gris, au regard froid, les cheveux sombres. Puis il recula. « Entrez !» Le nouveau chauffeur ôta son chapeau et pénétra dans une grande cuisine au plafond bas. Voilà planté le décor de cette œuvre emblématique de Mildred Davis qui a ouvert la voie à des romancières telles que les américaines Mary Higgins Clark et Patricia MacDonald ou encore la britannique Ruth Rendell, sans pour autant connaître leur renommée. Et il est vrai que, comme on l'a vu précédemment, elle est arrivée avec ses romans de suspense psychologique à une époque qui n'était pas encore vraiment propice à ce genre. Il est vrai également qu'elle a commis, après La Chambre du Haut, une douzaine de romans entre 1948 et 1977, puis elle a gardé le silence durant environ 30 ans pour ne le rompre qu'en 2006. Néanmoins, Mildred Davis a su élaborer des récits dans la tradition de thriller, si l'on prend ce terme dans son sens littéral, à savoir to thrill, signifiant frissonner ou encore tressaillir. Aussi, il est important de se pencher plus que jamais sur les romans de cette écrivaine précoce, qui a toujours fait preuve de qualité, et si possible, de lui donner la place qui lui revient largement.